le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Lartigot. Gilles est conférencier et auteur. Il nous amène à nous interroger sur ce que nous consommons, les conséquences de nos actes sur notre santé et sur l'environnement. Son livre, Eat, est le résultat d'une enquête de 3 ans sur les modes alimentaires et le bien manger. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Gilles. Et salut Julien. Comment ça va ? Ça va très bien, j'étais en train de commander un jeu de cartes en fait. Non, tu me coupes pendant la commande. Ben oui, je pensais que tu allais prendre un peu plus de temps et je suis très heureux de te retrouver. Tu sais combien ça fait de temps ? Ça fait, tu as dit 5 ans, c'est 5 ans. Ouais, 5 ans pile. C'était en septembre 2015. Septembre 2015, okay. Septembre 2015, c'était une interview qu'on a faite à Aix-en-Provence, je me souviens. Ouais, c'est ça. Au premier étage d'un restaurant. Oui. Voilà. Exactement. Un grand restaurant. Voilà. Un grand restaurant, mais bon, ne m'en demande pas trop parce que j'ai une mémoire qui est assez perfectible, tu vois. Donc, mais je me souviens très bien de toi, de ta gentillesse, du beau succès que tu m'as apporté avec cette question toute simple. Hein. Ouais. C'est quoi pour toi le bonheur ? Alors, moi, tu sais que je digresse beaucoup et puis je développe. Donc, avec une question, on a fait quasiment 1 heure. Ouais. Et c'est un très bon souvenir, en fait. Très bon souvenir. Ouais, moi aussi, j'ai vraiment gardé un bon souvenir. Et c'est vrai que ta vidéo plaît beaucoup. Je regarde toujours assez régulièrement, en fait, toutes les vidéos qu'on a publiées. Et la tienne continue à grimper dans les vues. Oui, j'ai vu, on atteint quasiment les 100 000 vues, là. Et en fait, je te félicite pour ton film. Voilà, j'ai touché un petit peu moi à la réalisation, à la production cinématographique, donc je sais que c'est pas simple. Tu as su trouver les bons moyens, les bons vecteurs surtout de diffusion. Parce que faire un film, c'est pas forcément le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de le diffuser, de trouver son public. Ouais. Et je pense que là, tu as trouvé ton public. Je crois que tu as quasiment 1 million de vues sur les YouTube. Ouais. Donc quasiment 2 millions en cumulé. C'est fantastique. C'est vraiment, tu diffuses en fait du bonheur. Tu diffuses des choses positives. Pour moi, le livre que tu as écrit, le tout premier Hit, c'est justement, à mon sens, quelque chose de positif. Et donc, je vais te tester. Alors, j'aime bien d'ailleurs, avant de commencer les interviews comme ça, laisser la parole à mon invité pour qu'il se présente. Parce que il y a des gens quand même qui ne te connaissent pas. Si tu devais te présenter en quelques mots, tu dirais quoi en fait ? Je suis un auteur, ex-conférencier, parce que maintenant on peut plus faire de conférences, donc j'avais produit un show conférence. Donc d'ailleurs tu vois là les clones qui m'accompagnaient pendant ce spectacle. En fait, j'ai monté des shows conférences. Ce ne sont pas des conférences, ce sont plutôt entre le spectacle et la conférence. J'ai écrit donc un premier livre, donc Hit. Qui est sous-titré Chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire. Donc ça c'est le premier, donc c'est le premier livre, c'est celui-là effectivement. Donc malgré cette couverture un petit peu énigmatique et suivie par le tome 2 qui est sorti en 2017. Donc ce sont mes 2 livres et j'ai également produit un DVD donc de la première tournée qui s'appelait On est ce que l'on mange. Et donc ça forme en fait une trilogie, c'est la trilogie de Hit. Donc le premier en fait faisait la part belle quand même à je dirais à cette nourriture qui nous empoisonne, donc principalement la nourriture industrielle. Il a été porté aussi par cette vague végan, végétarienne, végétalien, donc de protection animale, puisque en fait on a recueilli le témoignage notamment de Jean-Luc Daube qui est une personne qui a fait beaucoup pour la cause animale, notamment en travaillant avec L214,
toutes les vidéos qu'on a vues, je dirais, sur les abattoirs, etc. À titre personnel, donc j'ai fait des enquêtes en France et au Québec, puisqu'à l'époque, on vivait la moitié du temps donc au Québec. Et donc, c'est vrai que cette part, au niveau de la protection animale, a un petit peu vampirisé, je dirais, le premier livre. On n'a pas vu en fait tous les autres sujets parce que j'écris sous forme de chronique. En fait, mes livres sont très faciles à lire, pardon, et parce que ce sont des chroniques qui sont très courtes. Ce sont des livres à vivre aussi parce que c'est joli lapsus, ouais. C'est joli lapsus parce que en fait, j'ai amené beaucoup de personnes à prendre conscience de l'importance de l'alimentation et surtout l'importance de l'alimentation, bien sûr, végétale, puisque je mange plus de viande depuis 10 ans suite à ces enquêtes dans le milieu de l'élevage industriel et des abattoirs où ça m'a vraiment dégoûté de la viande. Je dis pas que la viande est nocive à notre santé, mais on en mange beaucoup, beaucoup trop et je suis contre en fait l'élevage intensif, l'élevage industriel, voilà. Okay. Donc après donc ce premier livre, j'ai fait une tournée, des show-conférences, plus de 200 dates en France et en Europe, et s'en est suivi donc le tome 2, donc ce tome 2 là, donc que tu as montré, qui est en fait la suite du premier, mais là où je mets l'accent également sur les problèmes sociétaux. Donc je parle encore de l'alimentation et surtout de l'alimentation végétale. Là, je fais témoigner un docteur qui s'appelle Jérôme Bernard Pelé, qui est un docteur assez connu dans le milieu du végétarisme et du véganisme. Je sais pas si tu l'as rencontré déjà, Jérôme Bernard Pelé. Ce serait une personne intéressante que je peux te mettre en contact. Okay. Et donc, il est dans une belle dynamique, en fait, dynamique d'éveil. C'est un des rares médecins, en fait, qui montre les avantages, des modes alimentaires végétariens et végétaliens. Okay. Et par contre, dans le tome 2, je mets l'accent, donc, sur les problèmes sociétaux. L'accroche du livre, c'est quand on est perdu, il faut revenir aux fondamentaux. Donc, les fondamentaux, c'est ce qui fait notre vie aujourd'hui où on est contraint, à rester, je dirais, chez soi, à revenir sur de vraies valeurs, à quitter ce monde d'apparence. Voilà, je dis un petit peu, quand vous rejoignez mon univers, vous prenez la pilule rouge de Matrix. C'est pour ça que le décor, en fait, est rouge derrière, tu vois. Donc, voilà, on n'a pas je dirais des révélations, parce que toutes les choses, en fait, que je révèle, on les a en nous. On en avait parlé, je pense, lors de la première entrevue. On a des choses que l'on ressent, que l'on voit, et que dans des périodes comme celle-ci, qui sont des périodes qui sont quand même très dures à vivre, tout se révèle. Ce sont vraiment des périodes où les révélations se font, où on prend conscience qu'on n'est pas forcément dans une bonne direction, où on n'est pas forcément à notre place. Voilà. Donc j'ai été un petit peu long, mais c'est peut-être un de mes défauts. Je le développe beaucoup. J'ai du mal à répondre succinctement. Voilà, donc voilà, j'écris des livres pour, je dirais, comprendre le monde dans lequel nous vivons. D'ailleurs, une des phrases d'accroche du tome 2, c'est comprendre la société pour ne pas la subir. Ça résume assez bien mon travail. C'est hyper important, ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur le premier bouquin et que tu nous expliques, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à mener cette enquête, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné, je sais pas, dans ta vie pour te dire, tiens, moi, je vais mener ma petite enquête pour aller voir ce qui se passe un peu dans le monde de l'alimentation. C'est quelque chose que j'ai souvent raconté lors de mes entrevues. Les premières interviews en fait de Hit, là tu me pousses à faire un flashback parce que pour moi cette période est relativement lointaine. En fait, c'était la prise de conscience de la maltraitance des animaux, notamment dans l'alimentation. En faisant des enquêtes comme ça dans le secteur alimentaire, je me suis rapidement aperçu qu'il y avait des dysfonctionnements dans la production de viande, d'œufs, de lait. Voilà. Donc, j'ai touché du doigt en fait la maltraitance animale. Et donc, ça a été le début de mes enquêtes. Et tout ça, après, c'est toute une succession de rencontres. Tu sais qu'on rencontre pas les gens par hasard. Quand on est sur notre chemin, voilà, on rencontre les gens qu'on doit rencontrer. Et j'ai rencontré un professeur émérite qui s'appelle Pierre-Marie Martin, qui nous a quittés malheureusement il y a 2 ans.
Et Pierre-Marie Martin est un professeur oncologue français qui avait découvert les perturbateurs endocriniens. Tu en as sûrement entendu parler. Donc, ce sont ces molécules chimiques qui vont modifier notre organisme et nous créer des maladies, des dysfonctionnements. Et Pierre-Marie Martin a été mon parrain dans ce milieu de l'industrie pharmaceutique et du médical. Et là, j'étais pas au bout de mes surprises. Voilà. Donc, j'ai continué à développer ces enquêtes. Et dans le tome 2, je travaille avec le docteur Nicole Delépine, qui est une femme formidable, qui est elle aussi oncologue, qui était responsable du service pédiatrique oncologie à Garches, qui est aujourd'hui à la retraite. Peut-être certains d'entre vous qui nous regardez l'avaient déjà entendu. Sur des ondes, peut-être assez rarement en mainstream, parce que c'est pas forcément des gens qui sont invités sur les plateaux de télévision. Et c'est elle qui met en avant dans mon livre toute la dérive du système de santé français, pas seulement, mais surtout donc en France, ce qu'elle connaît le mieux. Et donc on a fait également un dossier sur les protocoles les protocoles du cancer. Donc, qui sont aujourd'hui imposés en France. Les docteurs ont perdu leur liberté de soigner et tous ces protocoles donc du cancer sont imposés par l'Institut national du cancer depuis maintenant plusieurs années. D'accord. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, moi, j'invite les gens à aller dans un moteur de recherche et à taper Gilles Lartigot et à aller dans la rubrique images. Et on voit assez facilement que tu es un bodybuilder. Quand même... Non, je suis pas un bodybuilder. Là aussi, non, comme je suis pas végan non plus, tu vois. Okay, on m'a mis beaucoup dans des cases. En fait, je pratique la culture physique. Voilà. Et d'ailleurs, il faisait très chaud lors de cette entrevue. C'est pour ça que je suis en débardeur. Je balade pas tout le temps en débardeur, mais c'est vrai que l'été, je suis très souvent en fait en Marcel. Marcel, d'ailleurs, c'était un accessoire français de vêtements qu'on portait plutôt en dessous d'une chemise. Ouais. Mais donc j'avais très chaud, donc c'est pour ça que c'était en plein mois d'août. Donc en fait, je fais de la culture physique, une grosse différence. Un bodybuilder, en fait, c'est quelqu'un qui pratique un sport, qui vise donc à avoir un physique quand même qui est hyper développé. Bon, les critères ont changé depuis maintenant des dizaines d'années, mais voilà, un des bodybuilders qui a fait beaucoup de médiatisation par rapport à ce sport et à ce mode de vie surtout, c'est Arnold Schwarzenegger. Ouais. Et donc moi, je fais de la culture physique, c'est-à-dire que comme je fais pas un travail physique, la plupart du temps, je suis assis. Donc, je fais tous les jours 1 heure de culture physique avec des poids haltères, poids du corps, un petit peu de cardio, et ce depuis 35 ans tous les jours. Ok. Et on voit bien que sur les images que ça t'entretient bien. J'essaye, j'ai 54 ans aujourd'hui, j'essaye d'entretenir mon corps. Pour moi, c'est une forme de respect. On nous a doté d'un corps, nous sommes des bipèdes. Nous sommes pas faits en fait pour rester derrière un bureau assis le cul sur une chaise. Oui, c'est ça. Donc il faut entretenir son corps. Aujourd'hui, nos grands-parents se moqueraient de nous lorsqu'ils si nous voyaient nous affairer sur des machines de cardio dans les salles de sport, à transpirer ou à soulever des poids pour rien, sauf pour utiliser notre corps en fait. Parce que à cette époque-là, tombant au début du XXe siècle, 8 personnes sur 10 vivaient à la campagne. Nous étions des paysans en fait. Nous faisions des métiers aussi artisanaux et tous les métiers du tertiaire n'étaient pas aussi développés qu'ils le sont aujourd'hui. C'est pour ça que je mets beaucoup l'accent sur l'exercice physique. En fait, ce sont mes 3 vecteurs, donc l'alimentation pour nourrir le corps, l'instruction et la transmission pour nourrir aussi l'esprit, et la dépense physique et le sport quasiment au quotidien, quel que soit notre âge. Et ce qui est bien, en fait, je trouve, c'est que, à mon sens, tu montres aussi cette image comme quoi on peut être. Alors, on va pas mettre d'étiquette, on peut en tout cas manger sainement, on va dire, et entretenir son corps et avoir, tu vois, une musculature développée, parce que c'est pas forcément dans les mœurs. Tu sais, dans ce milieu-là, de ce que j'en ai connu, il y a quand même beaucoup qui prennent des protéines. Et moi, je trouve que à travers ton alimentation, à travers ce que tu fais, ce que tu dégages, tu prouves que en ayant une alimentation saine, on peut aussi très bien avoir une culture physique développée, quoi. Oui, en fait, les protéines, c'est un mythe.
On appelle ça le mythe des protéines. Ça a été en fait développé dans fin des années 70, notamment par des sociétés qui ont produit des compléments alimentaires pour sportifs, notamment aux États-Unis avec une très grande marque qui s'appelle Weider. Donc c'était Joe et Ben Weider. Qui dans les années 50 faisait donc la culture physique, avait produit un magazine et puis ensuite se sont lancés dans des produits, des compléments alimentaires pour faire de l'argent, parce que les hommes forts de l'époque, là je vous parle du 19e siècle même et du tout début du 20e, donc c'est les années 1900, donc les hommes forts mangeaient, ils mangeaient pas forcément que des protéines. En fait, on a surestimé le rôle des protéines. Et donc les protéines, c'est vrai que c'est la viande, c'est le lait, ça va être les œufs et c'est les poudres qui sont protéinées. On n'a jamais parlé des protéines végétales. Et donc tous ces compléments alimentaires, si tu veux, ont surcoté les protéines. Et c'est pas parce qu'on mange beaucoup de protéines qu'on va avoir un corps musclé. Le plus important, en fait, ce sont pas les protéines, ce sont les bons glucides, ce sont aussi les bons acides gras. C'est un complément, en fait. Les protéines, c'est juste une partie de notre alimentation. Il y a les protéines, tu as les glucides et tu as les lipides. Donc, avant, on pensait que les lipides faisaient grossir. C'est une aberration complète. D'ailleurs, j'aimerais qu'on parle de complémentation, tu vois, de supplémentation, notamment au niveau des oméga 3. Je remarque que les personnes âgées aujourd'hui, qui ont un système immunitaire fragile, ne prennent jamais de compléments. Ni de compléments de vitamines, ni de minéraux, pas de vitamine D, déficit énorme de vitamine D dans la population, déficit énorme d'oméga 3 aussi, parce qu'on mange beaucoup trop d'oméga 6 pour plein de raisons. J'ai fait une chronique dans le tome 2 qui met l'accent justement sur ce manque d'oméga 3. L'oméga 3, quand même, c'est les acides gras que tu as dans le cerveau. Hein. Peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on a un QI qui baisse. Donc, il faut consommer en fait des oméga 3. Les oméga 3, tu les as dans une simple boîte de sardines, par exemple, à l'huile d'olive, tu vois. Tu peux les avoir aussi dans les graines de lin, dans les graines de chia, mais tu peux les avoir aussi dans des petites capsules. Donc d'acides gras, d'oméga 3 qu'il faut prendre régulièrement et toute l'année. Et je trouve que la supplémentation, la complémentation, on en parle beaucoup pour les sportifs, pour les personnes en bonne santé. En fait, ceux qui doivent se supplémenter, c'est-à-dire les personnes âgées, ceux qui sont en mauvaise santé, généralement, ils n'ont aucun supplément parce qu'ils vont chez un docteur et les docteurs aujourd'hui ne connaissent rien en alimentation. Ce sont des cancres, mais réellement. J'aurais pas de mots assez durs, si tu veux, pour cette médecine aujourd'hui, qui n'est pas du tout une médecine préventive. Au contraire de la médecine chinoise. Médecine en fait européenne aujourd'hui, c'est occidentale, je dirais, c'est pour prescrire des médicaments chimiques. Ah oui, pour prescrire du vaccin, ils vont être forts pour ça, tu vois. Par contre, pour prescrire des choses qui vont renforcer notre système immunitaire, pour qu'on garde la santé, qu'on soit pas malade, en fait, ils donnent aucun conseil parce que ils n'ont pas l'information. C'est assez effarant dans tout le cursus, je dirais, médical. Pour devenir docteur, on n'apprend pas l'alimentation. Bon, ils ont peut-être quelques heures de cours. Et encore, c'est extrêmement sommaire, tu vois. Donc on surcote en fait les protéines et on peut très bien avoir un régime végétal. Alors c'est pas en ayant un régime végétal ou végan que tu vas devenir Arnold Schwarzenegger. Là aussi c'est l'immense mensonge du milieu du sport. Donc la plupart des sportifs professionnels sont des gens qui sont dopés. Ils sont dopés avec des produits dopants. Je ne suis pas là pour stigmatiser les produits dopants. D'ailleurs, je ne me positionne pas, que ce soit bien ou mal en tout cas. Ce sont des produits qui aident comme ça à consolider et puis à développer la masse musculaire. C'est pas forcément l'alimentation. Et par contre, avec une alimentation végétarienne, on peut très bien être en santé sans avoir de carence. Mais pour ça, il faut un minimum d'informations. On peut pas se lancer dans un mode alimentaire végétarien, encore moins végétalien, c'est-à-dire aucun produit animal. C'est sans avoir de carence. Voilà, il faut vraiment être informé. Oui, puis ça correspond pas à tous les métabolismes. Tout le monde n'est pas fait. Exactement. On entend beaucoup parler, tu vois, du cru, par exemple. Ouais. Donc, des personnes qui sont crudivores ou voilà, qui vont manger que des végétaux, même pas sans cuisson, etc. Ça correspond pas à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on a un système digestif qui est complètement fucké. Complètement.
En fait, pour le rétablir, pour revenir à la normale, il faut des années et des années. Il faut environ 3 ans pour changer radicalement un mode alimentaire. Il faut y aller en douceur. Voilà. Et je suis contre aussi ces personnes-là qui font l'apologie, tu vois, par exemple, du crudivorisme ou de certains modes alimentaires qui sont extrêmes, puisque c'est le but de ces modes alimentaires. Donc, qui, premièrement, vous coupent au niveau social. Bon, en ce moment, je dirais, on est coupé au niveau social. Donc, bon, c'est peut-être pas un argument qu'on retiendra, mais surtout qui correspond, comme tu dis, qui correspond pas forcément à tout le monde. Parce que le plus important, c'est pas forcément les nutriments qu'il y a dans un aliment. Je suis d'accord que dans le cru, comme il n'y a pas de cuisson, tu préserves tous les aliments. Par exemple, un brocoli cru, il va y avoir tous les nutriments qui sont préservés dans le cru. Mais pour digérer le cru, c'est pas aussi facile que de digérer un brocoli que tu vas faire cuire à la vapeur juste 5 minutes, tu vois, ou juste ébouillanter pour le manger croquant. Alors, tu vas avoir un peu moins de nutriments. Par contre, ça va être beaucoup plus facile à digérer. Donc, ce qui est important, c'est pas forcément la quantité de nutriments qu'il y a dans un aliment. C'est la digestibilité, combien tu vas en retenir. C'est pour ça qu'il faut pas forcément, si tu veux, se gaver comme ça de protéines si on n'arrive pas à les digérer et si on évacue une partie. Bien sûr, puis c'est vraiment à tout à chacun qui a envie comme ça en tout cas qui aurait pris une conscience comme quoi Hippocrate le disait bien que notre alimentation c'est notre premier médicament, que cette personne-là mène ses propres expériences pour voir vraiment ce qui est bon pour elle-même, parce que c'est vrai qu'on est quand même tous différents à ce niveau-là. Et alors, tu vois, moi, j'avais plutôt entendu 5 ans. En fait, j'avais entendu que pour quelqu'un de motivé, il fallait à peu près 5 ans pour changer son alimentation. Toi, tu dis 3, bon, on va dire que c'est entre 3 et 5. Oui. Après c'est, je te dis, moi, ça fait quasiment plus de 10 ans. En fait, j'ai changé mon alimentation et je continue à changer des choses. Donc, en fait, tu rentres dans un process où tu vas constamment apprendre. Et surtout, tu vas arriver aussi sur des paliers d'âge qui sont chaque fois, je pense chaque fois une dizaine, 40, 30 ans, 20, 30, 40, 50. Au plus tu montes dans l'âge, au plus tu vas devoir contrôler en fait ton alimentation et des choses que tu vas plus pouvoir digérer, des choses qu'il faut que tu prennes en complément. Donc en fait, un mode alimentaire, c'est pas figé. Tu vois, on n'est pas on n'est pas sur un mode alimentaire où tout est listé, où on va s'arrêter avec notre voiture pour faire le plein. Non, c'est pas ça, un corps humain. On a un fonctionnement déjà qui est différent, et avec l'âge, ce fonctionnement va être modifié. Donc il faut il faut comprendre ce que l'on mange. C'est clair. Et surtout se diriger sur des aliments qui sont bons pour notre santé. Et non pas remplir notre ventre juste parce qu'on a faim, mais vraiment et c'est là où moi, je trouve que tout part de l'éducation. C'est-à-dire qu'on nous a jamais appris à bien manger, on nous a jamais appris à identifier les produits qui sont bons pour notre corps et qui vont nourrir notre machine biologique. Il y a tout un travail éducatif aussi, je trouve, autour de ça, quoi. Ne me parle pas éducation, c'est ta partie, ça. Mais en plus, j'ai pas d'enfant, donc je pourrais pas apporter de l'eau au moulin. Par contre, je viendrais bien faire des présentations dans ton école. Mais en fait, c'est pas très compliqué de se nourrir. Pourquoi aujourd'hui on n'apprend pas ça à l'école? Parce qu'on n'a jamais pris ça à l'école, en fait. C'était nos parents, nos grands-parents qui nous apprenaient en fait à manger. Avant l'alimentation industrielle, là, on se place par exemple jusqu'au 19e siècle, en fait. Donc, avant qu'il y ait cette production, en fait, d'aliments préparés, de prêt-à-manger, de fours à micro-ondes, de soda, etc. En fait, on mangeait des aliments qui étaient non transformés. Et on mangeait des aliments de saison. Parce qu'avant, il n'y avait pas des supermarchés. Avant, il y avait des marchés paysans. Donc, on allait acheter ce que produisait la terre. Et la terre ne produisait pas la même chose. Là, j'ai la chance de vivre en Provence. C'est quand même le pays de Cocagne. Très belle région de France. Quand je suis au Québec, je peux pas manger de la même façon. Au Québec, on a quasiment 6 mois d'hiver. Tu vois, là, à Montréal, hier, il faisait -20. Ici, il faisait 16 degrés. Donc, tu vas pas manger de la même façon, tu vois. Et donc, toute cette, en fait, transmission, elle s'est perdue petit à petit, de génération en génération. Je pense que des personnes de ma génération, une cinquantaine d'années, quelques-uns ne cuisinent pas ou ne savent pas cuisiner.
Parce que leurs parents, en fait, ont commencé dans les années 60 à acheter des plats préparés, tu vois. Et la femme a quitté le foyer donc pour aller travailler, donc elle ne faisait plus la cuisine. Donc c'était le rôle avant des femmes, en fait, de garder les enfants aussi, de faire l'éducation, de faire de la cuisine. C'était la responsable du foyer. Et comme ce foyer aujourd'hui est éclaté, donc chacun doit subvenir à ses besoins, et on n'a plus le temps surtout de cuisiner. Donc en fait la règle elle est simple, c'est des aliments non transformés, s'informer et remettre les pieds dans la cuisine et cuisiner. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de secret, tu sais Julien, il n'y a pas de secret. Tu peux avoir des super restaurants, là en plus tu vois, bon les restaurants sont fermés. Comment tu fais si tu sais pas cuisiner? Bon, après, cuisiner, c'est quand même pas très compliqué. Hein. C'est pas compliqué du tout. Ça fait partie de nos nécessités. Bah, ouais. Voilà. Tout le monde devrait savoir cuisiner. Bah, oui, enfin, moi, oui. Mais pour ça, en fait, il faut en avoir envie, Julien. Bah, c'est surtout ça, oui. Il faut en avoir envie. Très souvent, en fait, on cuisine pas parce que on n'a pas envie de cuisiner. Bon, ou alors il faut faire la vaisselle, quoi. Que maintenant il y a des lave-vaisselle en plus, tu vois. Mais ou alors on sait pas, tout simplement. Donc moi j'essaye, si tu veux, dans mon travail. C'est pour ça que je digresse beaucoup et puis je fais des choses qui sont fun. Tu vois, je travaille beaucoup avec des musiciens. J'ai rencontré des rockstars. Je leur ai fait des jus, des recettes. Donc je thématise tout ça. Donc je donne envie et je rends ça fun. Et quand on a goûté en fait à ce truc-là. Je dirais qu'on a mis le doigt dans l'engrenage. Oui. On va vouloir en faire plus parce qu'on apprécie de se faire à manger. Tu sais, faire à manger pour quelqu'un, c'est quand même c'est la plus belle preuve d'amour, de faire à manger pour l'autre. Ah, très clairement. Et je te dis, tu fais des trucs simples. Tu veux savoir ce que j'ai mangé ce soir? Je veux bien. Un truc très simple. La recette, elle est dans le tome 2. Il y en a qu'une de recette dans le tome 2. Dans le tome 1, par contre, il y en a une trentaine. Dans le tome 2, en fait, c'est une recette qui s'appelle la soupe 4 saisons. Parce que tu peux la faire à toutes les saisons. Et tu peux aussi manger de la soupe l'été. Parce que l'été, tu peux la manger froide, la soupe. Tu vois. Donc, en fait, je me coupe des légumes en cubes, tu vois. Une patate douce, un oignon. Là, j'ai pris quoi? Un radis noir, un navet. Je vais couper tout ça donc en cubes. Je mets dans de l'eau. Je fais bouillir cette eau. Je vais garder l'eau de cuisson parce qu'un légume qui cuit dans l'eau de cuisson, toutes les vitamines, les minéraux, tout ça, ils sont pas perdus. Ils restent dans l'eau de cuisson en fait. C'est pour ça que la soupe, il faut surtout pas jeter l'eau. Donc il faut mettre très peu d'eau, tu vois. Et puis j'ai rajouté du tofu lacto-fermenté parce que j'adore le tofu lacto-fermenté. Ça permet c'est beaucoup plus digeste qu'un tofu traditionnel. Le tofu, c'est une excellente protéine. Il y a aucune étude qui a prouvé une quelconque nocivité du soja. Donc, si vous entendez parler, je dirais, d'une nocivité du soja, ce sont des foutaises. Hein. Donc là aussi, je développe ça dans mon livre. Il y a toutes les preuves factuelles qui prouvent que le soja, ça peut être une excellente protéine. Et donc, c'est toujours un plat unique. Très rarement, je prends des desserts. Parce que là aussi, les desserts, tu vois, c'est une espèce, c'est une mode. C'est comme le yogourt, tu vois. Nos grands-parents mangeaient pas de yogourt. Peut-être ils mangeaient du fromage. Mais là aussi, le fromage. Tu as du fromage qui est fermenté. Tu as du fromage après de merde, tu vois, du fromage industriel. Voilà, il faut trier en fait. Il faut acheter des bons produits. Les bons produits se trouvent sur les marchés et même dans les supermarchés aujourd'hui. Je fais de la veille dans les supermarchés. Dans certains supermarchés, il y a des produits locaux. Où on peut se nourrir. Après, c'est vrai que le bio, on dit que le bio, on peut se nourrir au même prix en bio, tout en bio, c'est de plus en plus difficile parce que le bio aujourd'hui, c'est devenu une mode, malheureusement. Et donc, les prix ont flambé et les marges ont flambé. En fait, tous les gros industriels sont jetés dans le bio. Tu as du bio industriel maintenant, tu vois. Tu as du bio qui prend l'avion, tu vois, en première classe et qui arrive comme ça d'un continent à l'autre, un truc de fou, quoi, tu vois. Voilà, il faut manger de saison. Donc voilà, c'est une hérésie de manger des tomates en hiver. Les tomates, non, en Provence, nous, c'était, c'est en fin de printemps, début d'été, quoi, tu vois. Donc, c'est pas très compliqué, en fait, tu vois. En fait, tu as rapidement fait le tour de l'alimentation. Donc, aujourd'hui, je travaille plus sur les thèmes, tu vois, ou des recettes particulières. Et puis, surtout pour donner des idées, pour donner envie de cuisiner, tu vois. Puis, surtout, c'est d'entendre, non, je n'ai pas le temps. Moi, je trouve que c'est une fausse excuse. En tout cas, c'est la société en fait qui nous fait croire qu'on n'a pas le temps. Mais cuisiner, allez, ça te prend 10 minutes, un quart d'heure max.
Tu vois, donc dire que que j'ai pas le temps de cuisiner, moi je trouve que c'est pas cohérent. C'était pas la culture. Moi, quand je vivais dans mon 10 mètres carrés à Paris, bah j'avais pas de cuisine, donc c'est clair que c'était compliqué de cuisiner, tu vois. Mais maintenant que j'ai de la place, je peux cuisiner vraiment facilement, quoi. Donc et ça me prend, allez, ouais, on va dire un quart d'heure grand max. Et le pire, enfin le mieux dans tout ça, c'est que j'y prends du plaisir, comme toi, tu vois. C'est un bon moment, j'aime bien ça. Comme préparer mon jeu à l'extracteur le matin, j'aime bien prendre le temps en fait pour ça, quoi. Donc moi je pense qu'on a vraiment le temps sur une journée de 24 heures, dire que t'as pas le temps de cuisiner, à mon sens, il faut revoir tes priorités, quoi. Exactement. Le temps, on a tout le monde a 24 heures par jour. Hein. Ouais. Le temps, c'est qu'une question de priorité. Il faut s'organiser. Il faut pas forcément se faire à manger 2 fois par jour. Il faut aussi pouvoir cuisiner à l'avance. Tu peux réserver des choses quand même. Aujourd'hui, on vit dans une société fantastique. On a des réfrigérateurs, tu vois. Donc voilà, bon, il faut bannir le four à micro-ondes parce que bon, manger de la nourriture irradiée, non mais c'est une hérésie. C'est quand tu y penses, tu dire quand même, putain, c'est des ondes qui arrivent tu vois, dans un aliment. C'est bon, il y a plein d'études qui, d'ailleurs, l'origine du micro-ondes est très intéressante. Ça s'appelait le magnétor. C'était des radars pendant l'armée. En fait, c'est un système donc d'ondes. Et puis ils se sont aperçus que ces ondes étaient chauffantes. Et donc, ils en ont fait une invention industrielle. Mais je pense qu'ils ont inventé les fours à micro-ondes pour nous fournir des plats préparés. Bah oui, c'est voilà. clair. Plats préparés, donc en plastique, tu vois, plein de perturbateurs endocriniens, ou alors en aluminium. Donc c'est une hérésie le micro-ondes. On veut aller vite, mais on peut pas produire de la qualité en allant vite. Tu me disais, tu vois, dans ton studio, là, je suis dans une pièce, c'est une dépendance, en fait. C'est un petit bunker, tu vois, qu'on a construit, c'est une dépendance, avec une autonomie, une réserve alimentaire, tout ça. On parlera un petit peu de résilience, si tu veux, avant de terminer le direct. Donc, j'ai une petite cuisine, là, avec juste un feu, tu vois, c'est tout. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses pour cuisiner. Par contre, aujourd'hui, on est devenu un peu des enfants gâtés, parce que on mange parce que c'est bon au goût. Tu vois, on mange pas parce que c'est bon pour notre santé. Oui. C'est toujours ce critère du goût. Et c'est vrai que quelquefois, tu peux manger 2-3 jours peut-être la même chose aussi, parce que tu prépares à l'avance. On n'est pas au restaurant. Tu sais ce qui nous a fracassé aussi la santé, c'est tous les restaurants. Les restaurants de midi. On va au restaurant quasiment tous les jours. Bon, à l'époque de mon grand-père, on y allait peut-être 1 fois par mois et encore. Tu vois, et c'était le dimanche, c'était la sortie, c'était la fête. Tu allais au restaurant. Donc, si vous allez au restaurant, les amis, allez-y peu. Voilà, payez le prix. Allez dans des restaurants avec des chefs, voire des grands chefs, mais avec quelqu'un au moins qui cuisine, tu vois, pas qui réchauffe. Tu sais que la moitié des restaurants, ils prennent des sachets Sodexo et puis ils les mettent à bouillir dans de l'eau ou au micro-ondes. Hein. Il n'y a même plus de chef, tu vois. Donc, c'est une folie totale. En fait, on mange beaucoup trop au resto. Et quand on mange à l'extérieur, on ne peut pas bien manger. Voilà. Bah, disons que tu sais, moi, mon père, il a été chef gérant pendant toute sa carrière professionnelle, donc pendant 43 ans. Il a tenu plein de restaurants. Et donc, j'étais très souvent derrière les cuisines. Donc, j'ai vu l'évolution, en fait, comme tu le soulignes. Et c'est clair que maintenant, je vais prendre le cas de Paris, parce que moi, j'ai grandi à Paris pendant 34 ans. Une majorité des restos, c'est des plats qui viennent de Rungis et c'est du réchauffé. Hein. Les gens ne cuisinent plus, quoi. Donc, je te rejoins là-dessus. C'est compliqué maintenant, et moi, je suis un épicurien. C'est compliqué de trouver des bons restos où les gars cuisinent encore. Et c'est souvent dans des restos où tu as 10 instables. Oui, mais il y a quand même de très, très bons chefs en France. Malheureusement, ils partent aussi à l'étranger. Mais il y a des chefs qui sont excellents. Je travaille avec un chef qui s'appelle Arnaud Tabarek, qui a présenté une émission de télé qui s'appelait Hell's Kitchen. Et Arnaud est devenu végétarien il y a à peu près 1 an. Il a ouvert là un restaurant, donc ça s'appelle le Bim Café. C'est à Toulon. Et il s'est lancé donc sur une cuisine aussi végétarienne, même s'il fait aussi de la viande à côté pour d'autres clients. Et c'est un pari audacieux. Et c'est des chefs qui sont juste qui sont phénoménaux. Parce que la cuisine, fondamentalement, ça fait partie de la France. Ça fait partie de notre culture et on peut amener énormément de choses. J'avais rencontré sur le plateau de Canal+ Thierry Marx qui me disait que la cuisine végétarienne, il s'y intéressait de plus en plus et il disait que tout était à inventer. En fait, pour ces chefs,
ce courant végétarien et végétalien a amené énormément de créativité. C'est un challenge pour eux, tu vois, de retirer cette viande qu'on a à tous les repas, ce jambon, ce poisson, cette volaille. On peut faire aujourd'hui d'excellents repas 100% végétal, sans forcément être végétarien ou végétalien. On peut faire au moins un repas sur 2, tu vois, ou plusieurs repas dans la semaine. Mais pour ça, il faut un petit peu de technique, il faut un petit peu de savoir-faire, et puis surtout, il faut avoir l'envie de le faire. Bien sûr. Et puis nourrissant, parce que pour ceux qui aiment bien, tu vois, manger en quantité, ils seraient très surpris quand tu as terminé ce type de plat que tu évoques, d'avoir vraiment cette sensation de satiété et que tu as plus faim, quoi. Alors, la sensation de satiété, elle vient avec le végétal, non pas avec la quantité, mais avec, je dirais, la concentration en nutriments. Donc, parce que toute l'alimentation industrielle est une alimentation qui a été appauvrie en micronutriments. Et en fait, on a besoin de manger en quantité pour se sentir rassasié. D'ailleurs, tu vois, quand tu bois, par exemple, un simple jus de légumes, sur un bon verre de jus de légumes, ça t'amène énormément de nutriments. C'est clair. C'est un coupe-faim, en fait. Parce que ton corps reconnaît tous ces nutriments, les nutriments dont il a besoin. C'est ça aussi qui déclenche la satiété. Puis la satiété aussi, elle vient avec la mastication. Au plus tu mastiques, au plus tu as le sentiment de satiété qui va venir. Un hamburger, par exemple, d'un fast-food, tu vas le mâcher 3-4 fois et tu avales la bouchée. Prends le brocoli cru, là, que j'ai cuisiné juste 5 petites minutes, tu vois vapeur qui est encore croquant, tu vas le mastiquer au moins 20-25 fois. Donc, en fait, tu vas manger moins, tu vas avoir de meilleurs nutriments. Donc, en fait, c'est le meilleur des régimes si vous voulez, à la limite, retrouver votre poids de forme. Je dis pas maigrir, tu vois, pour pas offusquer certaines personnes, mais retrouver son poids de forme, c'est enlever tout le superflu. Et tout le superflu, en fait, tu le constitues, ce superflu, avec toute cette nourriture industrielle, avec des gras trans, le sucre. Mais on bouffe du sucre sur une quantité phénoménale. On mange beaucoup trop salé, donc maladie cardiovasculaire. On mange beaucoup trop d'oméga 6, donc ça va favoriser l'obésité. On va avoir mal aux articulations. On va être déprimé parce qu'en fait, ça a le sucre, en fait, ça a cette double vertu. Ça va donner un coup de fouet. Mais après, en fait, comme on a beaucoup de sucre dans le sang, notre pancréas va diffuser donc de l'insuline, et l'insuline donc va baisser ce taux de sucre dans le sang. Et par contre, on a un coup de barre. Oui, on le connaît, ce coup de barre. D'ailleurs, un des secrets, c'est les petits déjeuners qui sont pas sucrés. Bien sûr. Parce qu'on mange du sucre dès le matin, tu vois. Tout le temps. Et le sucre appelle le sucre. Tu vois. Bien sûr. Et dans les plats préparés, il y a du sucre. Pardon ? Dans les plats préparés que tu évoquais, il y a du sucre aussi. Oui. Le sucre et le gras. C'est ce qu'on aime, c'est ce que nos papilles aiment, tu vois. Donc les industriels, ils sont pas fous, ils vont faire des choses que l'on aime. Et en plus, ça rend accro. On est addict après au sucre. Donc il faut retrouver un plaisir naturel. Je dis pas qu'il faut enlever tous les sucres. Il y a des sucres qui sont fantastiques. Il y a des miels. Il y a des miels français qui sont juste phénoménaux. Il faut aller dans des petites maisons. Tu vois, des petites maisons qui produisent du miel semi-artisanal, tu vois. C'est pas des grandes marques ou du miel chinois qui va atterrir dans les étalages de supermarchés. Ouais. Le miel, voilà, c'est pas ce qui coûte aussi très cher puisqu'il faut pas en manger beaucoup. Mais tu prends une petite cuillère de miel avec ta tisane le soir, tu vois, une petite tisane de camomille, la petite cuillère de miel, tu as ta dose de sucre là qui va t'aider en plus à t'endormir. C'est très bon pour les enfants, tu vois, de leur donner un petit peu de miel avant qu'ils se couchent. Donc, tu as de belles choses dans l'alimentation, mais toute cette nourriture industrielle, elle a contaminé, en fait, nos goûts. Elle a perverti nos goûts. Bien sûr. Puis, pour revenir au sucre, pour ceux qui seraient un peu addicts au sucre, on retrouve du bon sucre, pour le coup, dans les fruits. Dans la plupart des fruits, il y a du sucre, évidemment. Et là, pour le coup, c'est du bon sucre. Donc, je pense qu'il ne faut pas se priver, quoi. Oui, en fait, il y a le sucre, il y a le goût sucré,
Ouais. Et il y a les sucres cachés. Ça, je Le te fais. pire des sucres cachés, en fait, comment il s'appelle? Mais oui. Et moi, j'ai un petit chat, elle s'appelle Aura. Et je te Ok. disais, hier, en fait, elle a eu peur, elle m'a sauté dessus. J'étais Ouais. en train de dormir. Et en fait, je suis tout coupé. Je sais pas si tu le Ouais, vois là. c'est bien. Et là, tu vois, j'ai mis un petit, je me suis mis un Ah petit oui. pansement là parce que je me suis gratté tout à l'heure, donc je suis en sang en fait. Ok. Et j'adore les chats. Ouais. Ouais, tu parlais Donc il y a le sucre caché en fait. Le pire des sucres cachés, c'est le pain, notamment le pain blanc. Le sucre, donc, c'est un index glycémique de 100. Le sucre blanc, donc, c'est un index glycémique de 100. Le pain, c'est la même chose. Le pain blanc, attention, c'est pas le pain au levain ou de farine complète, tu vois, voilà. C'est le pain blanc. Le pain blanc, en fait, c'est du sucre. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, qui ont pas forcément le goût sucré, mais que notre corps, en fait, reconnaît comme du sucre. Et il y a une très grosse différence entre les glucides avec un index glycémique lent, par exemple la patate douce, qui est un excellent légume, qui a ce goût un petit peu sucré en plus, la patate douce, tu vois. C'est très agréable. Ouais. C'est très bon au goût et en fait c'est un très bon glucide. Ça peut être considéré aussi comme du sucre, mais du sucre qui va diffuser lentement en fait dans le corps. C'est clair, ouais. Toi qui navigues régulièrement entre le Canada et la France, moi Naviguer. Il faut que tu parles au passé maintenant. Ouais, naviguer. Parce que moi aussi, j'y allais du coup assez souvent. En tout cas, j'y suis allé 5-6 fois. Très clairement, au niveau alimentation, il y a quand même un choc des cultures. On voit bien que c'est vraiment deux ambiances très différentes. Et moi, je me rappelle que les premiers jours, j'étais vraiment pas bien. Hein. C'était même un peu déprimant en fait de voir ce qu'ils mangeaient sur place. Le temps un peu de m'habituer, de découvrir qu'il y avait quand même des coins où on pouvait manger sainement, dans Montréal notamment. Quand tu vas là-bas, tu fais comment? Parce que c'est vrai que c'est quand même, moi je trouve, hein, quand je suis là-bas, bon, alors je connais maintenant quelques endroits où on peut manger bio et sain, mais globalement, il y a une vraie culture américaine quand même de la bouffe là-bas, quoi. C'est quand même pas évident. C'est très paradoxal, comme les États-Unis, tu as le pire comme le meilleur. Donc, par contre, depuis une dizaine d'années, ça a beaucoup changé. En fait, il y a beaucoup de restaurants qui sont végans, qui sont végétariens. Il y a beaucoup de bars à jus. Il y a pas mal de stores de légumes bio qui sont par contre relativement chers, beaucoup plus chers qu'en France. Et c'est pas les mêmes normes bio, parce que là aussi, quelque chose qui est bio, par exemple aux États-Unis, tu l'importes en France, c'est pas bio. Ça passe pas les critères bio, tu vois. C'est un peu bizarre. Il y a beaucoup de mauvais dans l'Europe, mais il y a quand même de bons critères. Ce sont les labels bio qui sont assez restrictifs. En fait, moi, je voyais pas de changement parce que j'achetais des aliments donc non transformés, mais je trouvais pas sur les marchés, parce que tu sais qu'au Québec, les marchés n'existent pas. Donc là, ça a un petit peu changé. Il y en a deux en fait dans Montréal. Il y a Jean Talon et Hotwater qui sont des marchés permanents, mais il n'y a pas cette culture comme on a en France dans tous les villes et villages où on va avoir les paysans locaux qui vont vendre directement aux consommateurs. Ça n'existe pas ou très peu. Enfin, il y en a quelques-uns aussi aux États-Unis, mais tout ça est en train de se développer. D'ailleurs, aux États-Unis, depuis 10 ans, il y a toute une vague en fait qui bio en fait. Qui est en train de se développer. Mais dès lors que tu cuisines, tu trouves des aliments transformés n'importe où. Tu prends des épices, tu prends ce qu'il faut et puis tu cuisines. Je vois pas forcément d'inconvénients. Par contre, l'ensemble de la population, c'est effrayant. C'est effrayant, mais ça arrive très vite en France, tu vois. On disait à mon époque qu'on avait 5 ans de retard par rapport aux États-Unis. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de retard par rapport aux États-Unis et que ça arrive de toute façon très très vite. Tu vois que le taux d'obésité monte en flèche en France, notamment, et là c'est dramatique chez les enfants. Voilà. Et donc on va avoir de plus en plus de gens en surpoids. Qui dit surpoids dit mauvaise santé. D'où le rôle de l'éducation, d'où le rôle de faire entrer les naturopathes à l'école, pour aller sensibiliser un peu les enseignants et puis juste les sensibiliser, tu vois. Pour moi, c'est juste semer des graines, mais au moins que ça soit fait. Ça me paraît vraiment primordial. Il y a certains professeurs dans mon club, il y a des professeurs qui font, je dirais, des petits potagers dans les écoles. Tu vois, qui mettent en contact les enfants avec les légumes, qui leur expliquent l'alimentation, au moins les bases. Mais il faut faire un travail aussi sur les parents.
Ça, Bien c'est un sûr. petit peu mon rôle, tu vois, de transmettre, je dirais, cette envie et de dire aux parents, faites attention, ce que vous transmettez à vos enfants, c'est très important. Ce sont des habitudes qu'il va garder toute sa vie après. C'est clair. Mais je suis quand même plutôt positif, tu vois, ce soir. Ah bah, c'est Parce bien. que non, mais c'est vrai, tu m'as fait sortir de belles choses, et c'est vrai qu'il y a de belles choses. Ah bah, Aujourd'hui, c'est depuis une dizaine d'années, on prend de plus en plus conscience qu'on est ce qu'on mange, Oui. et qu'il faut apporter grand soin à notre alimentation, parce que les amis, vous qui nous écoutez, il vaut mieux pas tomber malade, surtout maintenant. Voilà. Ouais, Il y a c'est une clair. crise dans les hôpitaux, ça va être de plus en plus compliqué de se faire soigner, donc il vaut mieux rester en santé. Et pour ça, c'est vrai, Hippocrate l'a dit, c'est l'importance de l'alimentation. Alors, il n'a pas exactement dit cette phrase-là, que l'alimentation soit ton premier médicament. En fait, c'est un peu un fantasme, ça, oui. J'en parle dans le livre, ouais. Si vous voulez trouver l'issue de l'histoire, lisez-moi. Et donc, c'est vrai que par contre, c'est très important, le fait de boire également des tisanes, tu vois, tout le rôle, en fait, des herbes, qui ont toujours fait partie de la médecine. Et c'est aujourd'hui cette médecine qui veut interdire les herboristes, tu vois, qui veut légiférer sur le pouvoir des plantes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, on parle là d'alimentation, mais on pourrait englober avoir une activité physique régulière, faire attention à son sommeil, s'entourer de gens positifs et d'informations positives, aller le plus régulièrement dans la nature, faire des exercices de relaxation au moins tous les jours. Tu vois, on pourrait ajouter plein de petits triptyques comme Bien ça. sûr, mais il y a plein de modules, en fait. Tout est cohérent. Tu te rends compte que tout est cohérent. Moi, ma porte d'entrée, ça a été l'alimentation. Et ça me permet aujourd'hui de parler de plein de sujets. Parce que tu t'aperçois, en fait, qu'on a perdu énormément de choses, qu'on nous dit pas forcément, qu'on nous donne pas forcément les bonnes informations. Tu vois, il y a toute cette promotion autour du lait qui date de l'après-guerre. Peut-être qu'avant, voilà, c'était nécessaire de donner du lait, un verre de lait aux enfants à l'école. On n'avait rien, on sortait de la guerre, on était affamés, je veux bien. Mais aujourd'hui, le lait que produit une vache, c'est pas le lait qu'elle produisait au début du XXe siècle. C'est devenu n'importe quoi. Et ça a été une dérive totale. La production d'œufs, par exemple. Donc, ces poules pondeuses qui sont dans les hangars, ces poules que tu vas abattre à 30 jours. Tu te rends compte, en 30 jours, un petit poussin, devient une poule de 2,5 kg. Ouais. Dans la nature, il faut 8 mois. Je me suis rendu dans un hangar, en 30 jours, tu vas abattre un animal qui peut même plus marcher. Tu vois, on a produit aujourd'hui des clones, donc d'animaux qui sont bourrés aussi d'antibiotiques. C'est pour ça qu'on fait de l'antibiorésistance. Les antibiotiques qu'on donne aux animaux, c'est les mêmes qu'on prend pour nous, humains, lorsqu'on est malade. Je me suis rendu dans ces hangars. Hein. Il faut vraiment le vivre pour le croire. C'est vraiment affligeant. Oui, les hangars de poulets, c'est affligeant. Mais les cochons, je te parle des cochons qui restent 6 mois dans un hangar, qui mangent dans leur propre merde, et qui voient jamais le jour, qui s'écrasent, qui vivent des fois avec des cadavres pendant plusieurs jours parce que bon, on va pas les visiter tout le temps. J'ai vu des horreurs. Au Québec, une fois, on s'était perdu. Je me souviens avec Valérie, on s'était guidé à l'odeur. Tu vois, on avait repéré en fait un élevage industriel. Il y avait personne. Ils y allaient peut-être une fois par semaine pour remplir. En fait, tout était automatisé. Tous les porcs étaient là-dedans, en fait. Ouais, c'est ça. Ils sortaient pas. Ça n'a rien à voir par rapport à un cochon qui va vivre dans son environnement naturel. Certes, ensuite, on va l'abattre, il va finir dans l'assiette. C'est incomparable. D'ailleurs, il y a un membre de mon club qui est un chef, en plus, qui s'appelle Fred Ménager, qui a une ferme, la ferme de la Ruchotte, qui est en Bourgogne. C'est un chef qui a travaillé dans les grandes maisons. Ensuite, il a monté son propre restaurant en Bourgogne et il élève ses propres volailles. Le gars, il élève ses propres volailles. Il prend des races anciennes. Et il me dit, tu sais, Gilles, combien de temps, en fait, je les nourris? Il nourrit pendant 9 mois. Sur 10 hectares. Et il a à peine 2000 têtes sur 10 hectares. Il a 200 coqs. Tu vois, des fois, il me dit, toi, tu aimes le chant du coq?
J'ai des poules, tu sais, j'ai 11 poules ici dans la maison, donc on a la chance de vivre en Provence. On a un petit cabanon avec une petite terre, donc on a un potager, tout ça, on a des poules. Et puis une poule, un jour, on nous a donné un œuf fécondé. En fait, la poule a couvé cet œuf, et c'était un petit coq. Donc là, j'ai un petit coq qui s'appelle Réglisse, qui a 7 mois, un coq. C'est le symbole de la France, mon ami. Cocorico tous les matins, tu vois. C'est magnifique, magnifique. Et donc, lui, il en a 200. Donc, il me dit, tu aimes le chant du coq, tu viens, moi, s'ils te font, c'est la fanfare. Hein. Donc, tu vas pas comparer, tu vois, ce genre de volaille qui va vivre dans son espace naturel. Certes, après, bon, elle va être tuée, elle va être consommée, mais je te dis pas, en fait, comment elle est consommée. Tu as ton chat qui est en train de grimper là sur la poutre, là. Ouais, c'est cliffhanger. Hein. Ouais, j'adore. En fait, c'est exprès. Je voulais écrire ce petit arbre à chat pour qu'elle puisse monter sur la poutre, justement. Ah, excellent. Ouais. Ben, fais attention qu'il saute pas de l'arbre à chat directement sur toi, parce que sinon, voilà. Non, c'est magnifique. Je vois que le temps passe vite. Il nous reste 5-6 minutes, parce que j'aime bien faire un format d'1 heure. Tu voulais nous parler de la résilience, et moi, la résilience, c'est quelque chose qui me parle. Et en plus, c'était quand ? C'était hier. Hier, j'ai été l'invité, en fait, d'un sommet. Tu sais, il y a plein de sommets en ligne sur des sujets très différents. Et une des questions qu'on m'a posées à la fin, c'est un peu comme la question « C'est quoi le bonheur pour vous ?» C'était quoi pour toi la résilience ? Et moi, j'avais jamais trop réfléchi en fait à cette question. Et je pourrais te donner ma définition si tu veux après la tienne. Et donc, si je te posais cette question, c'est quoi pour toi la résilience ? Alors, la résilience, c'est retrouver notre autonomie. On se rend compte aujourd'hui, fortiori par rapport aux contraintes là que nous impose le gouvernement, qu'on est de plus en plus dépendant par rapport à l'État. Il y a plusieurs. En fait, la résilience, ça prend différentes formes. Donc, pour reprendre notre autonomie, il faut qu'on ait une résilience déjà financière. Qu'on puisse faire un travail ou même plusieurs boulots. Je t'ai pris l'exemple, hein. Je t'ai dit tout à l'heure, au mois de mars, les librairies étaient fermées, je vendais plus de livres. Donc, j'ai créé un club de réflexion qui s'appelle le Hit Club sur Patreon. Donc, une plateforme où j'ai reçu un abonnement tous les mois. Donc, c'est patreon.com/Gilles Lartigot. Et donc, je produis une émission tous les soirs, ici, là, dans mon bunker, une émission thématique. Des fois, je parle de cuisine, des fois, je parle d'autre chose. Et donc, j'aborde plein de sujets. Donc, ça m'a permis d'avoir cette résilience économique, de pouvoir encore avoir un petit peu de revenus, tu vois, réguliers. Donc, c'est important aujourd'hui de réfléchir au métier que nous faisons. Et moi, je suis un chantre, en fait, de l'indépendance et de l'autonomie. Donc, pouvoir se débrouiller par soi-même, générer ses propres revenus. Et il y a l'indépendance, bien entendu, l'indépendance alimentaire. Lorsqu'il y a une rupture de la normalité, j'en parle dans le tome 2, c'est pour ça que je suis très fier d'avoir sorti ce tome 2 la fin 2017, parce que ça a pu aider pas mal de personnes. Donc, cette résilience alimentaire, c'est d'avoir du stock d'aliments chez soi, mais du stock qu'on mange. La règle d'or, c'est tu stockes ce que tu manges et manges ce que tu stockes. C'est-à-dire que tu consommes par exemple de l'huile d'olive, tu prends une bouteille d'huile d'olive, la prochaine fois que tu en rachètes 2, ensuite tu en rachètes 2, et puis tu vas les garder comme ça, et puis tu vas avoir ta petite Biocoop chez toi en fait. Donc il se trouve que chez moi, là dans le bunker, on a quasiment, je dirais, entre 9 et 1 an de stock alimentaire. Il y a le stock hydrique aussi, l'eau, tu vois, pouvoir récupérer de l'eau ou avoir un stock d'eau. Ça paraît fou, mais tu vois, à New York, il y a 10 ans, lorsqu'il y a eu l'ouragan, pendant 2-3 jours, les gars étaient bloqués dans des appartements. Ils pouvaient pas sortir, ils pouvaient pas donc retirer de l'argent. Là aussi, à la réserve financière. Donc avoir toujours comme un petit bas de laine, tu vois, comme avaient nos parents ou nos arrière-grands-parents. Avoir de l'argent liquide un petit peu chez soi et pas à la banque forcément. Donc c'est en fait ce type de résilience. Il y a des résiliences aussi énergétiques. Quand tu as une panne de courant chez toi, c'est bien qu'il y ait des lampes qui s'allument. Tu en laisses 2-3, tu vois, surtout chez les personnes âgées, dans les escaliers. Parce que c'est des causes, en fait, d'accidents ménagers. Ces ruptures de la normalité. Donc voilà, c'est toute cette, en fait, on a listé je dirais, différents types de résilience et de choses à mettre en place qui sont simples, en fait, à faire. Mais c'est une démarche, une logique qu'on doit enclencher, en fait. Si je résume ta définition, ça serait être indépendant globalement, quoi. Retrouver notre indépendance. Tu peux pas être indépendant globalement et à 100%. On est d'accord. Mais voilà, d'avoir
souvent, il y a des pannes, il y a des grèves, il y a des restrictions au niveau énergétique. Donc, on ne peut pas aller faire l'essence. Si on a une maison ou si on a un ami qui a un petit garage, avoir 2-3 jerrycans d'avance. Tu vois, ça t'évite de faire les queues aussi. Ça évite, quand tu as une réserve alimentaire, ça évite de te jeter dans un supermarché pour aller faire tes courses et pour aller ramener du PQ. Tu vois. C'est vrai que c'est un autre type de démarche. C'est-à-dire que c'est pas usuel, c'est pas ancré dans, c'est pas culturel. Mais je sais que dans pourquoi c'est pas culturel, Julien? Regarde nos grands-parents, ils avaient tous des réserves, tous. Parce que en fait, aujourd'hui, on a été mal habitués. On peut sortir 24 heures sur 24, quasiment, on peut trouver de la bouffe en ville. Bon, en campagne, c'est pas pareil. Les gens sont beaucoup plus résilients. Au Québec, ils sont beaucoup plus résilients également. Parce que, hormis les centres urbains, en plus, il fait froid. Quand tu restes coupé de la neige, en fait, j'ai appris cette notion qu'on appelle le survivalisme en vivant pendant 2 ans dans une cabane dans les bois. Lorsqu'on a écrit Hit avec Valérie, donc on était dans les bois en Mauricie. Et on a été bloqué quelquefois par la neige pendant plusieurs jours. Okay. Donc, tu te dois d'avoir des réserves. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais c'est vrai que j'allais dire, pour le coup, c'est plus ancré dans les cultures, mais je pense aussi à l'Islande, la Finlande, la Norvège, tous les pays du Nord qui ont des conditions climatiques qui sont extrêmement compliquées. Pour eux, c'est déjà ancré, en fait. C'est déjà culturel d'être dans cette idée-là. Oui. Et ça, c'est le bonheur. Tu vois. Oui, c'est le bonheur. Parce que tu es serein. Tu vois, tu es serein. Tu es serein de vivre en autonomie, savoir que tu peux tenir plusieurs semaines sans forcément sortir et faire des courses. Alors, je ne sais pas si c'est ta définition du bonheur, mais du coup, tu me tends une perche. Tu vois, il y a 5-6 ans qu'on s'est vus, et là, j'avais te reposer la question. En fait, ce serait quoi pour toi le bonheur, là, aujourd'hui, Gilles? Là, c'est de vivre en autonomie, d'avoir besoin de personne. Ok. C'est mon petit bonheur au quotidien. Tu vois, mon petit bonheur au quotidien, d'avoir un public super fidèle, d'avoir beaucoup de personnes qui me suivent, avec qui je parle tous les soirs dans le club, avec qui on échange et de recevoir tous les messages d'encouragement tous les jours. Je suis hyper chanceux d'avoir pu rester indépendant. J'ai aucun sponsor. Je fais la promotion d'aucune marque. Je génère moi-même mes revenus grâce aux gens qui me lisent et qui apprécient mon travail. J'ai une femme adorable que j'aime. J'ai des animaux incroyables. Donc, je nage en plein bonheur. C'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Putain, je me serais pas imaginé dire ça, tu vois. Aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on vit, quoi. Tu vois. Ouais. Mais en fait, on peut pas être totalement heureux. Tu vois, pour mettre un petit bémol, j'ai beaucoup de compassion en fait par rapport aux personnes qui sont dans la galère. Il y en a aussi qui vivent dans la rue. Il y a beaucoup de gens qui survivent. Donc, je trouve qu'on est chanceux. Et quand on est chanceux, il faut pas donner de leçons en fait. Il faut pas donner de leçons. Il faut être en santé. Il faut être bien dans sa tête pour pouvoir aider les autres aussi. Voilà. Donner. Ouais. Au plus on donne, au plus on reçoit. Donc, il faut pas oublier ceux qui sont dans la misère. C'est vrai. Gilles, comment on fait pour te contacter? Comment on fait pour t'aider, pour les gens qui voudraient, je sais pas, te filer un coup de main, de rentrer en contact avec toi? Comment on fait? Ça me ferait plaisir de venir vous abonner au Hit Club avec moi. Tu vois, il n'y a pas besoin de venir. C'est pas un abonnement récurrent. Mm-hmm. Donc, c'est un club que j'ai créé il y a 8 mois. On peut le retrouver sur gillelartigot.com. Il y a des liens. En fait, c'est sur Patreon. Je ne sais pas si tu connais cette plateforme. Pas du tout, non. Donc, patreon.com/gillelartigot. En fait, c'est vous recevez mes notifications tous les jours avec des adresses privées. Je broadcast sur YouTube, comme toi, avec StreamYard, là. Okay. Je fais des émissions tous les jours. J'ai des programmes. Demain, je vais parler, par exemple, de la vie, de la mort et du deuil. Okay. Avec Conrad. Donc, je parle aussi avec des naturopathes. J'ai un docteur aussi dans le club où on parle de santé. On parlait également de sociétal, de géopolitique. Donc, ça me ferait plaisir si ça vous tente de venir nous rejoindre et de voir un petit peu ce que nous produisons au quotidien. Ça marche. En tout cas, le message est passé. C'est un grand sujet, la mort. Hein. Ça, c'est encore quelque chose, je trouve, de très culturel et ancré dans notre société. C'est le fil conducteur de ce livre.
Okay. C'est le fil conducteur de ce livre. Voilà. Okay, ça marche. La vie, la mort, les deux piliers fondamentaux, en fait. Entre les deux, que faisons-nous de notre vie? On fait du mieux qu'on peut, en fait. C'est ça. Et puis ça passe tellement vite qu'il faut en profiter à fond. Oui, il faut profiter à fond. Il faut rester dans le clan du bien, surtout. Voilà. Ouais. Voilà. Faire du mieux que l'on peut tous les jours et donner du bonheur aux autres. C'est bien. Merci beaucoup, Gilles. Merci à toi. C'était Merci, cool. Julien. Salut à vous tous qui nous avez regardés. Salut. Passe une belle soirée. À bientôt. Belle soirée à vous. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est quoi le bonheur pour vous ?